Bienvenue au podcast En Vente Libre, un podcast où on rend l'information en santé enfin à portée de main. On est les Gabrielle au carré. Moi, c'est Gabrielle Catafort. Et moi, Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat du premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. On fait aussi partie de l'Association des étudiants en pharmacie de l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, je vais vous laisser, Gabrielle, nous présenter l'épisode qui est super intéressant. Oui, donc aujourd'hui, on reçoit Benoît Crevier, qui est un pharmacien en établissement de santé, comme on dit, donc à l'hôpital, là, c'est un autre terme. Il nous parle aujourd'hui d'un peu la pratique du pharmacien en hôpital, donc qu'est-ce qu'il fait en général, surtout au niveau des soins pharmaceutiques, de la recherche, il y a plusieurs autres sujets aussi qu'on a abordés. On voulait aussi parler de comment, en tant que patient, comment on peut voir en fait le pharmacien à l'hôpital. Est-ce qu'on le voit vraiment directement? Est-ce qu'il vient nous voir dans notre chambre d'hôpital ou est-ce qu'il vient nous parler des médicaments ou on le voit plus à l'arrière, donc il fait ses recherches ou ses démarches en arrière et nous, on voit que les infirmières et les médecins. En tout cas, on a parlé de plein de discussions autour du pharmacien en hôpital. Donc, écoutez le podcast si vous voulez en savoir plus, mais c'était super pertinent. Je pense qu'on a réussi à bien cerner qu'est-ce que ça fait un pharmacien en établissement de santé. C'était vraiment un épisode intéressant. Juste avant de commencer l'épisode, j'aimerais en fait remercier la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal de nous soutenir dans notre projet de balado. Aussi, j'aimerais remercier en fait l'APES, qui est l'Association des pharmaciens en établissement de santé, qui commandite et qui nous soutient aussi dans l'élaboration de cet épisode spécifique pour la pharmacie d'établissement de santé. Aussi, j'aimerais remercier Free Fall Record qui a créé la musique du podcast que vous entendez à chacun de nos épisodes. Puis finalement, j'aimerais remercier Live City Media qui a collaboré avec nous pour faire le logo du podcast que vous voyez là, sur vos téléphones là, quand vous nous écoutez ou sur toute autre plateforme. Donc, ils font n'importe quelle compagnie de multimédia. Ils font des contenus créatifs super intéressants. Donc, je vous les conseille. Là, les gars sont super professionnels. Donc, voilà. Fait que, écoutez, je vous souhaite une très belle épisode. Puis, je vous souhaite aussi bonne écoute. Bonne écoute. La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça en a l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour faire partie du podcast. Bonjour. Pouvez-vous peut-être vous présenter, nous dire un peu vous êtes qui? Oui, en fait, je m'appelle Benoît Crevier, je suis pharmacien d'établissement. J'ai gradué en 2012, j'ai fait mon PharmD, j'ai fait ma maîtrise en pharmacothérapie avancée en 2013, décembre 2013, puis j'ai commencé à pratiquer comme pharmacien d'établissement. Depuis ce temps-là, j'ai pratiqué quelques années au CHUM. J'ai principalement fait des soins intensifs et des soins intensifs grand brûlés. Puis en 2018, je me suis joint à l'équipe du CIS de la Montérégie-Centre. Je travaille surtout à l'hôpital Charlemagne, sur la rive sud de Montréal, à Greenfield Park. Et je pratique les soins intensifs aussi là-bas, puis je suis pharmacien aussi à l'urgence. Okay. Puis depuis février, mars 2020, je m'occupe de la COVID, là, selon les vagues. Ouais. Ça fait partie de notre quotidien, nous. Ben, ça fait partie du quotidien de tout le monde, mais ça fait partie... une grosse partie de notre quotidien en établissement. Surtout aux soins intensifs, là, avec toutes les hospitalisations, les complications, ils se ramassaient tout aux soins intensifs. Puis là, comme vous dites, le pharmacien a eu un rôle comme essentiel aussi dans la gestion de la pandémie aux soins intensifs. Oui, il y avait des pénuries d'inventaire, de molécules critiques, là, des sédatifs, etc. Puis on faisait des soins cliniques aussi pour la clientèle de soins intensifs. Donc, c'est ça. Je suis au CIS de la Montérégie-Centre, je suis coordonnateur aux affaires professionnelles. Je m'occupe du volet de l'usage optimal du médicament. OK. Fait que j'ai des tâches un peu de gestion à travers ma clinique. Et aussi, je suis clinicien associé. Puis depuis mai 2020, je suis administrateur de l'APES, l'Association des pharmaciens d'établissement de santé. OK. Puis qu'est-ce que vous faites au sein de l'APES, de l'Association des pharmaciens d'établissement de santé? Ou c'est quoi vos tâches? OK. Bien, dans le fond, l'association, c'est une association qui représente les pharmaciens d'établissement de tous les milieux de tout le territoire du Québec. Moi, en fait, je travaille en partenariat avec la directrice générale pour s'assurer que
la PES répond à sa mission. Fait que la mission, c'est de servir ses membres, soit par le volet syndical, donc c'est préserver l'intérêt professionnel et économique de nos membres. Fait que ça implique la négociation de l'entente de travail avec le gouvernement, puis toutes sortes de mesures à côté. Puis, il y a le volet de l'avancement des soins pharmaceutiques en établissement de santé. Fait que ça passe par la création d'outils pour les pharmaciens, mais pas juste les pharmaciens d'établissement, mais les étudiants en pharmacie, les résidents en pharmacie. On fait des guides de pratique. L'association fait des guides de pratique pour s'assurer de remonter un peu le modèle des soins pharmaceutiques pour les établissements du Québec, donner des balises, si je peux dire. Il y a toutes sortes d'outils, des outils d'ajustement d'antimicrobiens, des choses qui sont utiles pour les pharmaciens d'hôpital, mais aussi toute personne en pharmacie. Oui. Mais c'est ça justement qu'on aimerait comme justement parler avec vous peut-être plus de qu'est-ce qu'un pharmacien en établissement de santé. En tout cas, moi, je suis on étudie en pharmacie puis tout ça. Puis, on remarque que souvent autour de nous, les gens, ils sont même pas au courant qu'à la base, juste un pharmacien dans les hôpitaux. Il y en a plusieurs qui sont même pas au courant que ça existe. Il y en a plusieurs qui sont pas au courant que il y en a sur les étages, que c'est un acteur, en fait, un professionnel de la santé comme à part entière dans l'équipe de soins. Fait que peut-être que commencer par aborder qu'est-ce que ça fait un pharmacien en établissement de santé. Fait que la pratique en établissement de la pharmacie, ça peut être assez diversifié. Il y a à peu près, en fait, il n'y a pas à peu près, il y a 5 axes de pratique. Il y a les soins pharmaceutiques qui sont essentiels pour les besoins des patients dans nos hôpitaux. Il y a les services pharmaceutiques, donc c'est le service de la médication au bon patient, au bon moment, ou de la bonne façon. Ce qu'on appelle aussi la distribution, là. Mais c'est plus large que ça. Les services pharmaceutiques, ça englobe le circuit du médicament dans l'hôpital ou dans le CHSLD, dans l'établissement de santé, peu importe, là. De la prescription jusqu'à l'administration du médicament. OK. Et il y a l'axe de l'enseignement. Donc, les pharmaciens sont beaucoup impliqués dans l'enseignement de tous les pharmaciens du Québec. Les 2 facultés de pharmacie ont des stages obligatoires en établissement de santé. Donc, les pharmaciens d'établissement, on est seulement 18% de toute la proportion de pharmaciens au Québec. Là. Donc, c'est quand même pas beaucoup, là, comme juste 18% des pharmaciens. On a à peu près 1700 membres. Ouais. Puis, dans nos 1700 membres, ben, on a une certaine responsabilité pour faire en sorte qu'il y ait une relève. Donc, on supervise des étudiants en stage. Puis, dans les milieux de résidence, ben, il y a des résidents en pharmacie qui sont là, puis qui font avancer la profession aussi. Ben la relève, oui. Mais oui, c'est sûr, mais tu sais, 1700 à peu près le pharmacien pour comme tous les hôpitaux ou centres de santé au Québec, c'est quand même très peu. Est-ce qu'il y a un manque justement de pharmaciens? Est-ce que... Oui. Fait qu'il y a une rareté de main-d'œuvre depuis les années 2000 et c'est pas nouveau, la rareté de main-d'œuvre en pharmacie d'établissement. C'est quelque chose qu'on veut briser la tendance. Là. Fait que les facultés de pharmacie au programme de maîtrise ont de plus en plus de candidats. Il y a plus de postes pour faire sa maîtrise. Donc, ça, c'est très encourageant, mais il y a un manque considérablement de postes qui doivent être remplis. En fait, il y a beaucoup de postes qui doivent être remplis encore. Et ça fait partie d'une des difficultés de notre milieu. Puis les pharmaciens ont à conjuguer ça. Là. Puis honnêtement, c'est les patients aussi qui bénéficieraient de beaucoup des soins pharmaceutiques c'est sûr. En plus grande présence à travers le Québec. C'est sûr, le rôle du pharmacien est quand même essentiel. On connaît peut-être un peu plus dans l'idée générale qu'est-ce qu'un pharmacien au Jean Coutu ou à Uniprix ou peu importe quelle bannière fait, mais qu'est-ce que ça fait concrètement un pharmacien pour le patient? C'est quoi ça serait quoi cet impact-là
sur le patient, justement, d'avoir un pharmacien dans son équipe traitante? À l'hôpital, mettons? Ouais. À l'hôpital. Fait que, il y a plusieurs données qui supportent l'utilisation du pharmacien dans des équipes multidisciplinaires. On peut, de façon générale, et on peut prendre certains secteurs cliniques, puis là, puis pointer chacun des bénéfices, là, mais de façon générale, il y a des secteurs cliniques comme les soins intensifs où il y a une diminution des morbidités. OK. Donc, il y a même une diminution du nombre de jours de ventilation mécanique aux soins intensifs, une diminution des effets indésirables, une diminution du taux de réadmission dans certaines spécialités. Aussi, là, une facile, là, c'est une diminution des coûts pour le système. Parce que si on vous donne une thérapie qui marche, qui atteint les cibles, ça aussi, ça a été démontré, là, mais si cette thérapie-là marche, elle atteint les cibles, avec moins d'effets secondaires, ben, le patient ne sera pas réadmis. Il va avoir une durée de séjour moins longue. Il y a des bénéfices certains pour les patients dans le réseau. Ben oui, c'est sûr, mais justement, comment que le pharmacien, là, vous dites, comment il réussit à faire cet impact-là? Est-ce qu'il est présent sur l'étage? Est-ce qu'il est en bas à la distribution, comme qu'on appelle, dans son petit laboratoire? Comment il fait pour avoir cet impact-là direct sur la morbidité, sur diminuer le taux d'effets indésirables, tout ça, là? Fait que le pharmacien, il est partout dans il peut être soit à l'urgence, soit aux soins intensifs, soit sur des étages de médecine, en gériatrie, en cardiologie, en hémato-oncologie, ce qui est très important là, avec nos populations. Et j'en passe. Là. Il est intégré aux équipes de soins. Ce qui fait en sorte qu'il y a une collaboration qui se fait. Chaque admission par un pharmacien d'établissement là, est vérifiée dans les domaines où il n'y a pas de pénurie, là, où il y a un pharmacien. On se demande toujours pourquoi le patient est à l'hôpital. Est-ce que c'est une raison en lien avec sa médication à domicile? Est-ce qu'il la prenait bien? Est-ce qu'il y a un effet secondaire qui a causé ça? Fait que ça, c'est une question de base. On sait qu'il y a à peu près, dépendamment des sources, là, mais il peut y avoir 10 à 30% des hospitalisations qui sont en lien avec les médicaments. C'est beaucoup, là. Oui, c'est énorme, là. Ben oui. C'est beaucoup. Aux États-Unis, il y avait une étude, là, c'était 4 visites pour 1000 à l'urgence, c'était relié pour des causes de médicaments. Ah, oui, quand même. C'est quelque chose qui est criant, puis le pharmacien est là pour donner son expertise sur la situation. Puis, après ça, dans le fond, le pharmacien va s'asseoir avec le patient ou il va faire une collecte de données ou va superviser une collecte de données par les assistants techniques en pharmacie. Il va vérifier si le patient prenait sa médication. Est-ce qu'il la prenait à la bonne dose? Il va remplir ce qu'on appelle un BCM, un bilan comparatif des médicaments. Ce bilan comparatif des médicaments va suivre le patient. C'est une liste essentiellement numérisée qui va au dossier. Cette liste-là, elle va suivre le patient jusqu'à son congé de l'hôpital. Elle va même servir pour la prescription au congé du patient. Fait que quand le pharmacien va arriver le pharmacien d'officine va recevoir l'ordonnance de congé du patient. Ben, il va dire, on a modifié telle dose, c'est clair, j'ai pas à contacter le médecin pour vérifier si c'est un changement voulu ou un oubli. Fait que ça, c'est une partie du processus. OK. Fait que c'est ça. Quand le patient il est hospitalisé, il rentre dans l'établissement de santé, c'est le pharmacien qui va se charger de faire ce fameux BCM, le bilan comparatif des médicaments, pour qu'il y ait une liste d'établis qui va le suivre tout au long. C'est vraiment le pharmacien qui va s'occuper de créer ça, là, dans le fond. C'est le pharmacien qui a mis le processus en place. C'est le pharmacien qui s'assure que ce processus-là soit respecté. La collecte de données, ça peut se faire par des intermédiaires. On peut penser aux assistants techniques en pharmacie, peut-être plus tard, on va avoir les techniciens en pharmacie qui vont pouvoir participer aussi à ça. Et puis, le pharmacien aussi peut le faire. Moi ça m'arrive de le faire quand je pratique aux soins intensifs. Là, puis,
c'est pas toujours une assistante technique, là. Fait que, puis c'est important de parler aux patients parce que des fois, on peut avoir des divergences notables, là, puis on peut avoir des surprises parce que les patients, des fois, ils vont renouveler leurs médicaments, mais ils les prennent pas. C'est sûr que ils vont à chaque mois, ils les prennent, il y a un renouvellement à chaque mois, mais en réalité, ils le prennent pas. En réalité, c'est pas ça qui se passe dans la réalité, puis ça peut causer des hospitalisations. Puis est-ce que ça arrive, là, vous parliez du pharmacien à l'urgence un peu plus tôt, là, est-ce que ça arrive que quelqu'un arrive dans un contexte aigu puis qu'il reparte dans, par exemple, moins de 3 heures de l'hôpital? Est-ce que le pharmacien va quand même mettre son nez dans le dossier ou ça arrive que des fois, le pharmacien n'a pas nécessairement sa place? Là? Bien, en fait, tu sais, nos urgences au Québec, là, il y a un gros volume de patients. Hein? Fait qu'on... Moi, comme pharmacien à l'urgence, là, je priorise mes patients. C'est sûr, je vais prioriser mes patients qui sont en réanimation, en soins critiques. Je vais prioriser les demandes de consultation que j'ai. Okay. Mais ça ne veut pas dire que ces patients-là vont être hospitalisés. C'est des patients qui peuvent retourner à domicile. Il y a des fois, je suis interpellé pour des choses où le patient est retourné à la maison, puis... effectivement, pour répondre à ta question, un pharmacien va pas nécessairement avoir des patients hospitalisés. Il va avoir des patients qui ont des besoins en pharmacothérapie. Ouais. OK. C'est ça. Fait que vous allez vraiment comme cibler quel patient vous voyez, selon quelles conditions, puis selon quelles raisons d'hospitalisation il va être à l'hôpital, dans le fond. Oui, bien c'est ça. Ça dépend de chacun des milieux. Ça dépend de son volume d'usagers. Oui. Quand je suis aux soins intensifs, le tri se fait, là. Dans le sens où je vois tous mes patients de soins intensifs. Il y a moins de lits aux soins intensifs. Je choisis pas. Je choisis pas, là. C'est ça. Mais à l'urgence, vous allez choisir, par exemple. Mais à l'urgence, on choisit, oui, effectivement. Quand il y a des grosses unités, il faut prioriser parce que on est un seul pour une unité. Un pharmacien pour l'urgence au complet d'un hôpital, souvent? Oui. Quand même. Pendant les heures de soins cliniques, là, de soins pharmaceutiques, pardon, là, mais il y a toujours un pharmacien qui va valider les ordonnances. Le service de la pharmacie là, va toujours valider les ordonnances, puis il va y avoir une évaluation qui va être faite à la validation de l'ordonnance. Puis là, des fois, j'ai des collègues qui m'interpellent, ils me disent « il va voir le dossier de monsieur untel parce que je vois une interaction ou je vois... Fait que c'est une demande de consultation, ça, à ce moment-là, entre mes collègues. OK. Puis est-ce que vous avez justement aussi une collaboration, là, on parle avec le patient, vous regardez ses médicaments, puis avec les autres professionnels qui gravitent autour du patient, par exemple le médecin, les infirmières, c'est quoi les genres d'interactions que, en tant que pharmacien, vous avez en établissement de santé? Fait que elle est très grande, là. Le professionnel, il est avec nous, on travaille de pair, là. Les médecins ils nous demandent des avis sur la pharmacothérapie, c'est très général. Est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses? Est-ce qu'il prenait ses médicaments, le patient? Des fois, il y a un doute. Il faut aller creuser un peu plus. Est-ce que cet effet secondaire-là, c'est une raison pourquoi il est hospitalisé ou qu'il a consulté à l'urgence? Qu'est-ce que je devrais faire? Les infirmières, elles, c'est plus dans le sens comment je prépare ma médication? Est-ce que si j'administre la médication avec en Y, là, est-ce que c'est compatible? Fait qu'il y a une voie qui passe le médicament A, il y a une voie qui passe le médicament B. Quand ça se rejoint, est-ce qu'on a des données de stabilité physique ou chimique, pardon? Et c'est essentiellement des choses aussi, on a des questions d'approvisionnement. Il y a tout un système de robotisation, d'automation des pharmacies. Souvent, mettons, la médication ne va pas partir de la pharmacie jusqu'à l'étage. Ça peut être disponible. Une fois que le pharmacien a validé l'ordonnance, c'est disponible dans un cabinet automatisé. Et l'infirmière, elle n'aura pas à attendre l'intermédiaire d'une livraison à la pharmacie. Ça va juste aller dans son Pyxis là, ou sa machine, puis elle va sortir un médicament qui va être avec une thérapie qui va être évaluée par le pharmacien. OK. Puisque vous êtes exactement sur l'étage avec le pharmacien, avec, je veux dire, toute l'équipe traitante, c'est pour ça que vous pouvez faire ça, parce que sinon, ça devrait comme passer en bas, puis non, mais en fait c'est plus les services de pharmaceutiques qui font ça, là. Moi, honnêtement, quand je suis sur l'unité, là, je réponds à toutes les questions qu'on a
on a parlé directement, mais tu sais, il y a une partie aussi de documentation de mes actes au dossier. OK. Tu sais, quand que je cible des problèmes dans la pharmacothérapie, là, quand je fais des soins pharmaceutiques, ben, j'évalue si le médicament est le bon. Est-ce que je dois ajuster mes doses de médicaments? Est-ce que j'atteins ajuster dans le sens pour éviter un problème de sécurité? Si j'ai une insuffisance rénale, j'ai une insuffisance hépatique, est-ce que, mettons, j'ai un antibiotique qui a un index thérapeutique étroit, comme un aminoglycoside, là, l'agentamycine ou la tobramycine, est-ce que je suis dans les cibles? Est-ce que je dois l'ajuster parce que j'ai un trop gros taux dans mon sang de tobramycine, puis là, ça va causer de l'insuffisance rénale si je ne l'ajuste pas. Fait que, tu sais, ça, c'est plus des actes qu'on fait en soins pharmaceutiques, puis on va les documenter. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, je comprends un peu. Fait que dans le fond, si on peut regarder, on va mettre ça un peu en image, le médecin, il va prescrire quelque chose dans le dossier du patient, puis vous allez comme passer un peu en arrière pour vérifier que c'est la bonne chose pour le patient, puis ajuster aux besoins s'il y a comme des problèmes ou des choses comme ça, là, c'est ça? Bien, ça arrive, là. Des fois, on repasse à travers parce que les journées sont très chargées, là, mais on essaie d'être plus proactif. On fait des tournées médicales avec les médecins de façon régulière. Aux soins intensifs, c'est à chaque jour. C'est avec un contexte multidisciplinaire. Fait qu'il y a nutritionniste, physio, les résidents en médecine, les médecins, les infirmières qui expliquent leurs patients. Fait qu'on est beaucoup proactif dans la gestion des problèmes de pharmacothérapie, là, dans la mesure du possible. Puis souvent, on propose nous-mêmes des solutions justement dans ces forums-là, là, les tournées médicales pour régler le problème de notre patient. OK, c'est ça. Fait que vous faites partie des discussions de la tournée médicale. Vous faites partie intégrante de l'équipe là, quand vous êtes aux soins intensifs puis vous faites la tournée médicale. Donc, ça vous permet de faire des recommandations plus tôt qu'avant que la prescription soit déjà tout fait puis que ça soit comme... Fait que c'est le fun d'être proactif comme ça puis d'avoir vraiment un impact direct comme sur le patient comme maintenant puis pas juste comme à retardement, là. Tout à fait. Puis aux soins intensifs, c'est intéressant parce que c'est la médication qu'on prescrit ou qu'on arrête ou qu'on ajuste, on peut voir l'impact un peu plus rapidement parce que c'est souvent des conditions aiguës, il y a plus de dosages qui se font, des choses comme ça. Alors, c'est toujours intéressant. Mais tu sais, il n'y a pas juste les soins intensifs. Là. Vous prenez une unité de médecine interne, il n'y a pas nécessairement des réunions multidisciplinaires à chaque jour, mais il y a des grosses réunions multidisciplinaires une fois semaine, là, dépendamment des unités. Fait que l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité, là, c'est très présent en pharmacie d'établissement. Et en première ligne, là, dans les centres d'hébergement là, de longue durée, c'est des choses qui sont importantes et qui ont un impact sur le patient. Oui. Mais dans les tournées, comme vous dites, c'est le fun parce que ça permet de mettre à jour tous les professionnels en même temps, là. Pour chaque patient, quand vous passez un patient, mettons, après l'autre, vous en discutez à chaque fois. Chaque professionnel a l'air juste un peu sur le patient en ce moment puis qu'est-ce qu'il doit faire dans ses prochaines démarches. Là. Oui, puis c'est... je te dirais qu'il y aurait... Tu sais, des fois, moi, c'est intéressant de voir où est-ce que le diagnostic s'enligne. Parce qu'on traite des conditions aiguës, mais la condition change avec le temps. Fait que moi aussi, je fais un apport au groupe, mais moi aussi, je retire de cette relation-là avec les autres professionnels. Ben oui. Ça vous apporte beaucoup de savoir d'avance aussi quel est le diagnostic puis qu'est-ce que le médecin il pense ou qu'est-ce que l'équipe traitante pense plutôt que comme d'agir un peu tout le temps en retardement comme qu'on est habitué en tant que pharmacien de comme c'est déjà tout fait puis là il faut qu'on agisse sur un problème qui est comme déjà... Là, vous êtes vraiment intégré dans l'équipe pour pouvoir comme justement faire vos actes pharmaceutiques puis vraiment agir directement sur le patient directement. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. Oui. Puis en tant que patient, là, par exemple, si je suis patient dans un hôpital, c'est quand est-ce que je peux voir le pharmacien qui va venir me voir? Est-ce que c'est pendant, comme vous dites, les tournées ou il y a d'autres moments pendant le parcours, mettons, de mes soins en hôpital que je vais pouvoir avoir le pharmacien avec moi, mettons? Fait que le patient est vu à l'histoire pharmacothérapeutique.
Fait que là, c'est où ce qu'on analyse. Tu sais, c'est bien beau d'avoir une liste de médicaments, mais il y a aussi les produits de santé naturelle, les médicaments en vente libre. On n'est pas au courant nécessairement des allergies. Est-ce que le patient prenait bien? Fait qu'il y a une entrevue qui est faite avec le patient. OK. Fait que ça, c'est un premier contact. Ensuite, au courant du traitement, dépendamment de la spécialité dans laquelle il est, ben, il y a des pharmaciens qui vont expliquer le traitement au patient. OK. Fait que les nouveaux médicaments, par exemple, un pharmacien peut aller les expliquer aux patients. Tout à fait. Je pense que l'exemple le plus marquant, c'est une chimiothérapie qu'on doit débuter à l'hôpital. Là. Ça arrive, puis on l'explique avant de commencer le processus, puis c'est expliqué au patient, veut pas. Là. Fait que c'est pas toutes les spécialités qui se prêtent à ça. Là. Moi, quand j'ai des patients qui sont aux soins intensifs avec une intubation, c'est difficile à l'expliquer avec les sédations. Ouais. Mais il y a beaucoup de milieux là, de soins aigus qui vont expliquer la thérapie aux patients. C'est ça, fait qu'il va avoir déjà, le patient, il sort de l'hôpital, par exemple, puis il va avoir déjà comme une idée de ce qui va lui attendre pour quand il va être chez lui à la maison, quels médicaments il va prendre, les effets indésirables, comment les prendre aussi. Ça va toujours comme être expliqué par un pharmacien direct à la sortie. Ben, dans la mesure du possible, là, dans la mesure du possible, quand c'est... Fait qu'il va être vu au congé, mais je ne vous le cacherai pas, il y a le rôle de support de coach du médicament aussi, c'est en lien avec le pharmacien d'officine aussi qui va faire ce travail-là puis qui va dans le fond, suivre le patient au long cours. Mais il y a des situations où, quand vous allez graduer, vous n'allez plus beaucoup avoir de Coumadin, là, mais... maintenant, c'est des anticoagulants directs, là, mais moi, je me souviens, quand j'ai gradué, il y avait le pharmacien en cardiologie qui expliquait le Coumadin avant que le patient ait son congé. Là. Puis c'est pas simple du Coumadin, là, avec les changements alimentaires, tout ça, là, mais c'est un vieil exemple, là, mais ça se fait pour toutes sortes de molécules, puis c'est certain que ça se fait, puis c'est pas tout le monde qui ont ce service-là parce que il n'y a pas des soins pharmaceutiques partout à grandeur pour chaque unité au Québec, malheureusement. Mais c'est ça. Peut-être un jour, on l'espère que ça va avoir plus de pharmaciens parce qu'on voit à quel point c'est essentiel, comme vous l'avez bien expliqué, d'avoir un pharmacien dans l'équipe traitante qui est là directement avec le patient, avec les médecins, avec les infirmières pour interagir. Mais là, c'est parce que dans le fond, on en manque. C'est des pharmaciens en milieu hospitalier, fait que c'est pour ça qu'on n'en voit pas partout. Puis c'est pour ça qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont hospitalisées peut-être dans des régions, ils n'ont peut-être pas accès à un pharmacien comme à l'hôpital. Est-ce que je me trompe? Je veux juste rassurer aussi, il n'y a pas nécessairement des soins pharmaceutiques sur toutes les unités, mais dans chaque hôpital, il y a un service de pharmacie. Il y a toujours le filet de sécurité, ça va être un pharmacien qui va être à la distribution puis qui va quand même faire son évaluation puis du dossier. C'est très important, là, c'est nécessaire. Mais il va pas aller, il va pas valider l'ordonnance puis aller expliquer à l'étage le médicament. Parce que dans le fond, le pharmacien, plus comme qu'en région, il va vraiment plus être en bas, dans la pharmacie de l'hôpital, puis c'est comme là qu'il va agir, tandis que... c'est pas tout à fait... Mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai. Là. En région aussi, il y a des soins pharmaceutiques, mais il y a certains établissements qui ont des besoins plus criants que d'autres. Là. Fait que c'est... Il n'y en a pas partout, mais c'est pas parce qu'une région est éloignée qu'il n'y en a pas nécessairement. Il ne faut pas penser qu'on est loin, qu'il n'y a pas ça. C'est vraiment comme on essaie juste de prioriser. Il y a des bons soins pharmaceutiques qui se font partout au Québec. Là. Mais c'est rassurant au moins de savoir ça. Puis c'est juste dans le fond qu'on priorise comme là où le rôle du pharmacien serait encore plus une valeur ajoutée au processus de soins du patient. C'est ce que je comprends dans le fond. Oui, c'est ça. Chaque établissement a ses vocations, sa réalité avec les effectifs. C'est pas tout le monde, mettons, qui a de la pédiatrie, mettons, dans son établissement. Fait que je prends un exemple comme ça, mais la clientèle pédiatrique, c'est une clientèle qui est à risque, hein, qui ont souvent des magistrales, ils ont souvent des facteurs
qui sont susceptibles d'avoir des causes d'erreurs de médicaments, là. OK. Mais c'est pas tous ces établissements-là qui ont de la pédiatrie. Fait que on va pas envoyer un pharmacien... En pédiatrie, s'il n'y a pas de pédiatrie c'est ça, dans l'hôpital. exactement. Ben oui, c'est d'une évidence, là. Ouais. Ah ouais. Mais, puis le développement des soins pharmaceutiques s'est fait... il n'y avait pas nécessairement de filet, de ligne directrice pour le développement. C'était des initiatives. Historiquement, là, les soins pharmaceutiques, ça s'est fait dans les années 80. Puis ça a progressé. Puis chaque établissement faisait ce qu'il voulait dans l'attribution des soins pharmaceutiques. Fait que OK. mettons, un hôpital A a commencé à faire de la gériatrie active, alors que l'hôpital B a commencé par faire de l'urgence. Fait que ça s'est fait un peu partout comme ça au Québec avec le temps. Mhm. Puis, il y a quand même un filet qui se dégage de tout ça, là. Il y a des unités qui sont à prioriser, là, quand on pense aux soins critiques, quand on pense à l'hémato-onco, quand on pense à la néphrologie, tu sais, les patients dialysés, là, c'est une clientèle qui a vraiment besoin du pharmacien. Les ajustements de médicaments sont nombreux. Il y a à peu près un changement de médicaments par semaine là, pour cette clientèle-là, les patients dialysés. Puis, les patients transplantés aussi, des transplantations d'organes solides, là, ça, c'est une clientèle à risque. C'est souvent des patients qui ont beaucoup de médicaments là, que tu es garanti presque d'avoir un pharmacien attitré. Oui. Fait que faut identifier les patients vulnérables dans son centre. Puis, il faut identifier aussi les enjeux en lien avec la complexité des médicaments. Fait que chaque établissement a développé ses services en fonction de ces critères-là. OK. Avec plus qu'un patient a de risque, en fait, d'avoir beaucoup de médicaments, que ça soit complexe, on a des chances de voir un pharmacien dans le processus de soins, puisque il y a besoin d'explications, il y a besoin de suivi, puis tout ça, là. Tout à fait. OK, je comprends. Puis là, on parle beaucoup de comme à l'hôpital même, au centre d'un établissement de santé. Est-ce que les pharmaciens en milieu hospitalier peuvent pratiquer dans d'autres places que comme l'hôpital précisément? Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, mais dans le fond, on a beaucoup de pharmaciens qui travaillent dans des soins des CHSLD. OK. Fait qu'ils ne sont pas nécessairement dans l'hôpital, mais ils contribuent aussi à l'hôpital mais ils vont faire leurs soins pharmaceutiques dans les CHSLD. OK. Il y a d'autres milieux traditionnels, là, mais c'est une possibilité. Fait qu'on est des pharmaciens d'établissement, on n'est pas des pharmaciens d'hôpital, là, mais oui, dépendamment des milieux, il y a des possibilités de travailler dans des sites non traditionnels ou des soins de longue durée. Là. Comme par exemple les cliniques externes, il va-tu avoir des pharmaciens dans des cliniques externes ou ça fait-tu encore partie de... La plus grosse clinique externe où il y a de l'implication de pharmaciens, c'est en oncologie. OK. Fait que chaque patient voit sa chimiothérapie analysée par un pharmacien selon ses laboratoires. Chaque patient va recevoir une explication de sa thérapie par le pharmacien. OK. Fait que ça, c'est comme un must d'avoir un pharmacien là-dedans. Un pharmacien là-dedans, oui. Puis là, on parle d'oncologie, y a-tu d'autres secteurs qui sont propices à ce que le pharmacien en clinique externe il soit là? Ou, les patients dialysés. OK. C'est-à-dire dialysés. les patients qui ont besoin de remplacement avec leur rein fonctionne pas bien. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'ils ont besoin d'une machine pour filtrer les impuretés dans le sang. OK. Fait que ça, c'est une clientèle qui va être vue par des pharmaciens. Sinon, il y a les populations greffées aussi qui vont être vues par des pharmaciens en clinique externe. Une autre population aussi, c'est les pharmaciens qui font de l'insuffisance cardiaque, des cliniques d'insuffisance cardiaque. On peut faire beaucoup d'ajustements de médication selon l'état du patient, sa volémie, sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle, ses niveaux de potassium dans le sang, sa fonction rénale.
Fait que ça, c'est des clientèles qu'on voit beaucoup d'établissements qui ont des pharmaciens en insuffisance cardiaque en clinique externe. Mhm. Fait qu'il y a un volet ambulatoire aussi qui est couvert par les départements de pharmacie. OK. Puis vous parliez tantôt qu'il y a toujours un filet de sécurité, donc le pharmacien est supposé être là dans tous les hôpitaux, au moins en train de vérifier des prescriptions ou faire des tâches, peu importe. Est-ce que le pharmacien est aussi présent le soir ou la nuit à l'hôpital? Au Québec, il n'y a pas de pharmacie d'établissement qui est ouvert 24 heures sur 24. Okay. Ça a déjà été le cas, là, mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Il y a toujours un pharmacien disponible. Le pharmacien, moi, ça m'arrive d'être de garde. Là, donc, quand la pharmacie ferme le soir, chaque pharmacie, dépendamment de ses effectifs, a des heures d'ouverture. Moi, c'est de 7h30 à 8h30 le soir. La pharmacie de Charlemagne est ouverte. OK. À partir de 8h30, je suis de garde. Je peux me faire appeler pour des questions cliniques, des questions de disponibilité de médicaments. Je peux me faire réveiller en plein milieu de la nuit pour aller préparer des gouttes ophtalmiques. Ça m'est déjà arrivé. Fait que vous devez des fois même vous rendre à l'hôpital. C'est pas juste par téléphone que vous faites des consultations. Des fois aussi que vous vous présentez à l'hôpital comme un peu un médecin qu'il est de garde, puis là, il arrive quelque chose à l'hôpital, il faut qu'il se présente. C'est la même chose pour le pharmacien. S'il arrive quelque chose, il faut qu'il se présente aussi à l'hôpital, c'est ça? C'est ça, exactement. Des patients qui ont des diagnostics d'oncologie urgents. Des fois, il y a des médicaments à les servir, à analyser tout ça. Là. Fait que c'est des situations rares, là, mais c'est surtout des questions cliniques qu'on reçoit ou des questions de disponibilité. OK. Mais c'est pas désagréable. Là. Surtout dans les premières années, là, quand on fait la garde, c'est très formateur parce que on a toutes sortes de questions qu'on n'est pas nécessairement confrontés. Moi, j'ai de mes collègues qui connaissent rien des soins intensifs, alors que moi, c'est mon secteur. Ouais. Mais des fois, eux, ils la trouvent moins drôle quand ils reçoivent des questions un peu poussées en soins intensifs. Mais c'est ça aussi, travailler en établissement, tu travailles en équipe. Fait que les gens, des fois, ils m'appellent, puis ils me disent, c'est-tu correct ce que j'ai dit? Ou, c'est comme une deuxième famille, là. Alors, Fait que, oui, c'est ça. Fait qu'on travaille en équipe, puis des fois, on s'entraide entre collègues, là, mais... Puis les questions que, quand vous faites appeler, c'est des médecins, c'est des infirmières? C'est qui en général, qui vous appelle? C'est surtout des infirmières pour des questions de disponibilité ou de compatibilité ou des choses comme ça, là. OK. Mais ça m'arrive qu'il y a des médecins, puis j'ai prescrit ça, puis... il me reste plus du médicament X, qu'est-ce que je fais? J'ai pour un patient, mais moi je dis donne l'alternative Y à telle dose qui est équivalente. C'est des choses comme ça, là. Fait que vous pouvez même interagir au niveau clinique auprès du patient de façon comme par l'intérim de comme un médecin, une infirmière ou quoi que ce soit. Vous avez même un impact direct même si vous n'êtes pas nécessairement physiquement présent dans l'hôpital. Non, c'est ça. C'est comme le médecin va faire l'ordonnance en fonction de ce qui est dit, dans le fond. OK. C'est intéressant de savoir que comme on a quand même un pharmacien qui serait présent, même si la pharmacie elle est fermée en bas, c'est rassurant de savoir que le pharmacien il va être là, rejoignable en tout temps, étant donné qu'il va être de garde. Là, fait que il y a le système de garde pour ça, mais c'est ça, oui. OK. Puis on parlait tantôt de comme un pharmacien en CHSLD. Qu'est-ce que ça fait précisément dans un CHSLD, un pharmacien? Fait que ça fait la même chose qu'un pharmacien en établissement dans la mesure où il réévalue les thérapies en médicaments des patients, puis se concentre pour bien traiter le patient, répondre à ses besoins en pharmacothérapie, soulager la douleur, tous les objectifs thérapeutiques visés possibles. Il y a surtout un aspect de traiter les symptômes. Réévaluer la médication. Est-ce qu'il y a des pilules qu'on donne qui sont inutiles dans le contexte ou qu'on pourrait se passer? Est-ce qu'il y a beaucoup de cascades médicamenteuses aussi qui peuvent être possibles? Donc, la cascade médicamenteuse, c'est quand un patient a des effets secondaires, mais il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est le médicament que le patient prend qui cause ça? Puis, des cascades médicamenteuses, il peut y avoir
quatre médicaments qui sont utilisés pour traiter le problème initial. Alors, c'est un gros problème, surtout pour les patients en gériatrie, là, ou en longue durée. Là, fait que c'est important d'avoir des pharmaciens pour essayer de débroussailler tout ça puis d'avoir un impact positif pour le patient. Puis est-ce que, justement, dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous agissez pas seulement avec prescrire les médicaments, mais vous en enlevez quand c'est nécessaire, puis quand vous voyez qu'il y a des problèmes, puis qu'il y a un effet indésirable, puis tout ça, on peut en enlever et non seulement juste ajouter des médicaments. Oui, c'est ça. Hein, le fondement, même, c'est... Il y a un chroniqueur qui dirait « On a-tu vraiment besoin? » là? Mais c'est un peu ça avec le médicament. Le pharmacien, il réévalue les antécédents du patient, sa condition. Est-ce qu'il a besoin de cette molécule? Ça a été initié dans quel contexte? Pourquoi? Est-ce que j'en ai encore besoin? La dose est-tu bonne? Est-ce que j'ai besoin d'un ajustement? Le pharmacien, il y a une certaine autonomie aussi maintenant avec les activités de la loi 31, la loi sur la pharmacie. Le pharmacien, il peut ajuster la médication de façon autonome, puis il va documenter cette intervention au dossier-là. Puis le milieu de la longue durée, c'est un environnement idéal pour appliquer ces activités de la loi 31, parce que, premièrement, c'est pas dans tous les CHSLD que le médecin est disponible. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond. Ça permet d'avoir quelqu'un sur qui aussi se fier pour les médicaments. Parce que justement, étant donné que le médecin n'est peut-être pas tout le temps là, le pharmacien peut être là pour gérer des problèmes comme ça qui arrivent avec la médication. Puis il peut agir avant même que le médecin puisse avoir le temps d'aller de le voir ou de faire une intervention. Oui, mais si ça suit son champ de compétences, ça se prête à ça aussi. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, puis c'est le fun parce que, tu sais, surtout comme la pratique avec les patients qui sont en CHSLD, il y a tellement de médicaments. Souvent, on voit tellement de patients qui ont beaucoup de médicaments, qui ont beaucoup de thérapies qui sont prescrites, puis le pharmacien peut agir là-dessus, puis avoir son impact aussi, parce que c'est fou comment il y a des personnes âgées qu'on voit, comme on dit, polymédicamentées, là, qui ont comme beaucoup de médicaments. L'association avait fait une enquête, puis avait démontré qu'il y avait à peu près 14 médicaments de mémoire, là, je dis ça de mémoire, là, mais 14 médicaments par patient. Quand c'est même, énorme. C'est énorme, mais oui, 14 médicaments. C'est beaucoup de gestion, puis beaucoup de potentiel aussi, comme d'interaction. Ça en fait des patients vulnérables. Qui requièrent les soins pharmaceutiques. Là, on parle beaucoup de comme qu'est-ce qu'on... c'est ce que tu diras après, mais on parle beaucoup de comme qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait en tant que pharmacien, mais comment qu'on fait pour se rendre là? Comment que le pharmacien, est-ce que comme qu'on finit nos études puis on peut être pharmacien d'établissement de santé, ou c'est quoi le processus? Sont-ils spécialisés? OK. Fait que dans le fond, ça passe par une maîtrise en pharmacothérapie avancée. Fait que on fait les années du PharmD, là, le doctorat de premier cycle en pharmacie dans une des deux universités. Ensuite, on devient candidat, fait qu'on applique, on fait les demandes d'admission pour être candidat à la maîtrise en pharmacothérapie avancée. La maîtrise en pharmacothérapie avancée, c'est une session de cours à l'automne avec 1 an de résidence dans un hôpital où le candidat va être matché. Fait que là-dessus, dans le fond, dans les périodes de cours, là, c'est là qu'on approfondit beaucoup l'aspect aigu des thérapies. Fait que toutes les pathologies aiguës dans différents systèmes, néphrologie, soins intensifs, hémato-onco, de la tête aux pieds. Et c'est aussi là qu'on commence à bâtir quelque chose qui est intéressant, là, c'est le projet de recherche pour la maîtrise. On en reparlera tantôt de la recherche, ça fait partie d'un de mes axes du début que j'ai pas nommé. Fait qu'il y a cette construction-là en même temps que les cours se font. Le résident va effectuer 2 mois de collecte de données ou de recherche dans son année de résidence, qui suit du mois de janvier au mois de décembre, suivant les cours. Et l'année de résidence, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est là qu'on se défonce pour mettre en place nos connaissances chez les patients. Fait que
c'est là qu'on discute. On discute avec plein de professionnels. Nos maîtres de stage ont chacun une expérience. On essaie d'apprendre comment ils sont arrivés là, puis on essaie de comprendre comment ils appliquent les choses. Puis on met tout ça en perspective avec nos notions théoriques. Fait que c'est super important, la résidence, puis c'est un outil qui est incontournable pour être pharmacien d'établissement. C'est super formateur. À travers ça, il y a des présentations orales qui est fait. Fait qu'on fait de la formation continue en même temps pour les départements de pharmacie auxquels on est jumelé. Puis le travail de recherche aussi qui est très intéressant puis qui est formateur. On crée quelque chose puis on essaie de trouver la réponse à une question. Puis des fois, on trouve pas ce qu'on voulait. Des fois, on trouve ce qu'on veut. Mais ça peut mener à des publications dans des journaux internationaux. Là. Il y a des cohortes là, qui ont eu des bons résultats puis qui ont publié ça. Puis c'est très intéressant. Là. Puis est-ce que le secteur dans lequel tu vas faire ta résidence, par exemple, je vais être pharmacienne à l'urgence aux soins intensifs puis je fais ma résidence, ça veut-tu dire que je fais ma résidence là-dedans ou je peux faire ma résidence dans un tout autre domaine, mais je peux quand même travailler aux soins intensifs après avoir fini ma maîtrise? Fait que la maîtrise en pharmacothérapie avancée, ça te permet de devenir une bonne généraliste de pharmacie d'établissement. Fait que tu as des stages en hémato-onco, tu as des stages en médecine, sur des unités de médecine, là, que ce soit de la médecine interne, de la néphrologie, et de la gériatrie. Tu as des stages obligatoires, soins intensifs. T'as certaines choses qui sont ciblées dans le programme, mais à la maîtrise, tu as des outils dans les différents domaines. Okay. Fait que tu as une connaissance élargie sur l'aspect aigu du traitement des maladies en pharmacothérapie. OK, fait qu'on voit un peu de tout à la maîtrise. Tout à fait. Puis après, c'est ensuite, après avoir fait ta résidence, après avoir complété la maîtrise, que tu peux décider où tu t'en vas ou t'appliques dans un hôpital puis ils te placent un peu où ils veulent? Fait que, ça dépend. Je peux parler de mon expérience. Là. Moi, quand j'ai gradué, je savais que je voulais faire des soins intensifs. Puis j'avais pris il y a des stages à option aussi à la maîtrise. Là. Okay. T'es pas nécessairement obligé de rester dans ton milieu. Là. Tu peux aller faire un stage en santé mentale ou dépendamment de tes intérêts aussi. Je l'ai oublié de le mentionner, là, mais pour répondre à ta question, je vais prendre mon exemple. Là. Moi, avec les conditions d'embauche, j'avais pris le pouls de mon milieu que je visais, puis je savais qu'il y avait une ouverture en soins intensifs, puis je voulais faire ça. Puis ça, dans le processus d'embauche, t'en parles avec ton chef de département, puis il t'explique s'il y a une possibilité ou non. Puis ça se fait à petite échelle avec tous les résidents en pharmacie qui sont dans un processus d'embauche. Des fois, la réponse est bonne. Des fois, les gens veulent travailler dans un milieu spécifique puis veulent pas aller voir ailleurs, mais ils sont prêts à faire... Ils ont beaucoup d'intérêt, fait qu'ils sont prêts à faire autre chose, mais des fois, c'est le contraire. Il y a des gens qui veulent faire absolument un secteur clinique, mais ils vont aller essayer de rechercher un peu partout ailleurs, voir s'il y a possibilité de faire ça. Fait que ça appartient vraiment à chacun des candidats. Okay. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond. Ouais, OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, un étudiant, un résident en pharmacie, dans le fond, il a fait son doctorat premier cycle en pharmacie, il a complété, il a appliqué à la maîtrise, il a terminé sa maîtrise, puis là, il est comme apte un peu à aller un peu dans n'importe quel domaine du secteur hospitalier. Fait qu'il serait comme en mesure, en sortant de l'école, d'aller autant aux soins intensifs que j'en comprends, là, que par exemple en hémato-onco ou en psychiatrie ou des choses comme ça. Oui, mais c'est sûr que quand tu commences à travailler, tu as de la formation à faire de ton côté. C'est ça. Tu as énormément de formation à faire. Il y a certaines, vous parliez de spécialité tout à l'heure, là, il y a certaines personnes qui vont chercher une spécialité américaine, là, souvent. J'explique, au Québec, il n'y a pas de reconnaissance de la spécialité en pharmacie, en pharmacothérapie avancée. OK. Je pense que ça, c'était une des questions que vous aviez un peu abordées là, dans l'autre question, là, mais
si vous allez parler à un pharmacien d'établissement, il va vous dire, ben oui, il y en a une spécialité en pharmacie ou des sous-spécialités, peu importe. Mais c'est juste que d'un point de vue législatif, elle n'est pas reconnue. Fait que c'est un dossier assez complexe. Nous, à l'association, on croit à la spécialité en pharmacie. Ça fait même partie de notre planification stratégique. Là. C'est toujours là. C'est un dossier ça fait énormément d'années qui est discuté dans le domaine. C'est un dossier qui est fait en collaboration avec différents partenaires, l'OPQ, les universités, l'association. Puis ultimement, c'est aucun de ces 3 acteurs-là qui va reconnaître la spécialité. C'est l'Office des professions. OK. Fait que vous voyez, c'est comme très complexe. Oui. Puis aux États-Unis, par exemple, un pharmacien pourrait être spécialiste? Fait que dans le fond, il y a des programmes de certification externe. Fait que ce qui existe, là, c'est... Je vais prendre l'exemple. Moi, j'en ai une certification américaine, là. C'est le Board of Pharmacy Specialties, le BPS, qui offre c'est un examen que tu passes puis qui te permet de tout résumer un domaine de soins et ça te permet de tester tes connaissances. Puis quand tu fais l'apprentissage pour passer l'examen, ben c'est des choses que tu connais déjà, c'est juste que tu les revisites parce que tu as été confronté en clinique à des situations que tu vas voir dans les livres. Fait que ça permet de faire une espèce de ramasser toute ton expérience, le confronter aux notions, aux données cliniques, aux notions théoriques. Et là, tu peux passer ton examen. Si tu passes ton examen, tu as le titre de ta spécialité du BPS. Fait que c'est pas reconnu au Québec, mais il y a beaucoup de pharmaciens d'établissement qui sont passés dans ce processus-là. Là. Fait que mais si, par exemple, un pharmacien pratiquait aux États-Unis, là, ça serait reconnu? Est-ce qu'eux, dans leur législation, ils peuvent se nommer pharmaciens spécialistes comme en soins intensifs? Est-ce qu'eux, c'est quelque chose qu'ils peuvent reconnaître aux États-Unis, mais juste pas au Québec? Oui, tout à fait. Puis qu'est-ce qu'il y en a à l'extérieur du Québec, comme par exemple dans le reste du Canada? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est reconnu ou c'est vraiment juste au Québec qu'on n'a pas c'est pas les mêmes systèmes à ma connaissance. C'est pas reconnu, là, mais à travers le Canada, il y a des gens aussi qui passent cette certification-là. OK. C'est juste que nous, on peut pas se dire en tant que pharmacien qu'on est spécialisé dans un domaine puisque notre législation ne reconnaît pas cette spécialité. C'est ça, exactement. Mais ça n'empêche pas qu'on a des experts. On a des experts, on joue sur les mots, là, mais nous, à l'APES, on a les regroupements d'experts. OK. Les fameux RPE. Fait que c'est des pharmaciens qui sont dans différentes spécialités, qui sont des leaders de la pratique, là, que ce soit l'urgence, la gériatrie, la cardiologie, les soins intensifs, et j'en passe. Il y a toutes sortes de... l'infectio. Il y a un groupe spécialisé sur les maladies virales chroniques. OK. Ça se peut, j'en oublie, là. Soins palliatifs. On a des groupes d'experts pour les préparations stériles. Fait que tout ce monde-là ont une expertise dans leur domaine, sont des leaders de pratique. Okay. Fait que ça, c'est encouragé à l'association. Puis ces leaders de pratique-là, ils modulent la pratique de tous les pharmaciens au Québec en faisant des outils cliniques qui vont aider tout le monde, dans le fond, et le patient ultimement. Fait on peut pas dire qu'on est spécialiste, mais on a certainement des experts au Québec, là. Puis croyez-vous que ça tend à changer? Est-ce que vous pensez qu'on s'en va dans la voie d'une reconnaissance ou c'est quoi votre... Non, il faut toujours être optimiste, c'est juste que je ne sais pas c'est quand. J'aimerais ça serait le fun qu'on puisse enfin reconnaître qu'un pharmacien comme qui a œuvré toutes ces années en établissement de santé dans un domaine spécifique, puis qui a aussi été faire des certifications ailleurs aux États-Unis pour, par exemple, puisse être reconnu là, pour ce qu'il a fait, aussi tout ce travail-là qu'il a passé, là, ça serait... Ça serait intéressant aussi. Là. Ben c'est certain que ça, d'une certaine façon, l'enseignement qui serait prodigué aussi tiendrait compte de cette reconnaissance-là. C'est un dossier complexe, là, mais on milite les pharmaciens d'hôpitaux ou de longue durée ou de tous les domaines là, en établissement de santé. Ils vont toujours militer pour la spécialisation en pharmacothérapie avancée. Ben ouais, je souhaite vraiment que ça
que ça change puis qu'on fasse avancer les choses. On va être optimiste, comme on dit. Là, peut-être qu'un jour, on aura cette reconnaissance-là quelque part. Là, on a beaucoup parlé de comme là, vous vouliez parler comme des axes en pharmacie. Là, on a beaucoup parlé des soins pharmaceutiques puis tout ça. L'axe on pourrait peut-être aborder ensemble, c'est aussi la recherche, que le pharmacien est beaucoup impliqué en recherche. Qu'est-ce que ça fait un pharmacien en recherche? Fait qu'il y a deux volets. Il y a des protocoles de recherche qui sont faits soit par l'industrie ou par des gens à l'interne dans des centres hospitaliers. Les départements de pharmacie vont offrir un soutien pour c'est comme un service pharmaceutique là, pour la recherche. Fait que souvent, c'est le pharmacien qui va randomiser le patient dans une étude randomisée contrôlée. Ou à répartition aléatoire, là, puis ça va être seulement le pharmacien qui va être au courant du traitement. Va falloir que le pharmacien supervise la préparation particulière là, des médicaments de recherche. Tout est calculé en recherche, que ça soit le frigo à telle heure, est-ce que le médicament a bien été conservé, le nombre de doses qui a été utilisé, en vue des visites des représentants, des investigateurs. Fait que les pharmaciens sont nécessaires en recherche et puis ils ont besoin d'une très grande minutie parce que sinon, je suis pas sûr que les établissements pourraient faire de la recherche s'il n'y avait pas de pharmaciens pour les recherches en médicaments. Puis sinon, il y a du développement en recherche. Fait qu'il y a des pharmaciens qui sont soit en collaboration avec des pharmaciens ou avec d'autres professionnels qui vont créer des protocoles de recherche puis être impliqués dans leur implantation. Ça va mener à des publications dans des journaux scientifiques. Il y a des initiatives dans les centres hospitaliers universitaires. Je parlais de la résidence en pharmacothérapie avancée. Ça, c'est générateur de beaucoup de projets de recherche. Là. C'est une activité super intéressante pour le résident, mais aussi pour le clinicien associé qui supervise le projet. Là. Moi, ça m'est arrivé, là, puis c'était super intéressant. Puis on apprend de ces événements, de ces parcours-là. C'est très intéressant. Puis essentiellement aussi à la fin, comme de faire de la recherche, ça a un impact au final pour le patient, puisque les pratiques vont changer, les pratiques vont avancer, on va avoir peut-être des nouvelles façons de voir les choses, étant donné qu'il y a eu la recherche, puis le pharmacien, il est comme un peu partie centrale de ce que je comprends de tous ces projets de recherche-là, ou en tout cas plusieurs de ces projets de recherche-là. Oui, c'est ça. Pour les projets là, qui découlent de la maîtrise, mais il est central, le pharmacien, c'est ça. Fait que ça a aussi un impact sur le patient directement, fait que c'est super pertinent dans une pratique future puis dans une pratique d'optimiser aussi les soins pharmaceutiques aux patients. Là. Tout à fait, oui. Est-ce que c'est tous les pharmaciens qui font de la recherche en établissement? Non, c'est pas tous c'est les gens qui ont un intérêt en recherche. Okay. Là, ce n'est pas tous les gens, mais il y en a quand même beaucoup qui sont intéressés. Oui, certainement. Fait que c'est ça, ils vont faire autant comme de la recherche auprès des patients ou ils vont faire aussi de la recherche plus comme fondamentale dans les choses qui sont plus comme sans nécessairement que ce soit le patient. Là. Peut-être les molécules, les petites bactéries, des choses de même. Est-ce que comme dans quel axe ils vont se retrouver? De façon globale, c'est de la recherche évaluative. Il y a de la recherche clinique aussi qui peuvent être fait, qui peut être fait là. Donc c'est plus ou moins, à ma connaissance, là, c'est sûr qu'il y a un pharmacien qui fait peut-être de la recherche fondamentale, mais à ma connaissance, c'est une minorité. C'est vraiment de la recherche évaluative, puis de la recherche clinique. OK. Puis c'est quoi une recherche clinique? Peut-être comme le vulgariser un peu pour que ça soit plus clair. C'est mesurer si une façon de faire a un impact sur un patient. OK. Fait que je peux donner un exemple. Moi, j'avais un travail de recherche la dernière année, là, c'était je supervisais mes résidentes, puis on voulait voir si la méthode A d'ajustement d'un antibiotique était aussi sécuritaire et efficace que la méthode B. OK. Fait qu'on prenait la nouvelle méthode, puis on la testait par rapport à notre standard de soins. OK. Puis là, on mesurait plein de choses. On allait voir les patients. On exclut la personne qui parle, là, mais mes résidentes allaient voir les patients, leur expliquaient le projet de recherche, elles expliquaient le formulaire de consentement, les risques à participer à la recherche.
C'est super formateur, ça, quand tu es résident. Là, ça te donne une autre perspective aussi pour approcher tes patients. Là. Fait que ce processus-là, ça peut faire partie de ce que les pharmaciens font. Fait qu'ils vont aller, dans le fond, ils vont recruter les patients au sein de l'hôpital pour justement effectuer la recherche. Exactement. Puis une fois qu'on a fini notre période de recrutement, ben là, on analyse nos données, on écrit un manuscrit, on veut il y a les étapes qui vont jusqu'à la publication aussi qui suivent. Puis on espère après faire avancer les choses après avoir passé autant de temps. Combien de temps ça peut prendre une recherche clinique? C'est variable. Là. Tu veux dire pour la maîtrise ou la maîtrise, c'est 1 an, ça c'est certain. Non, mais plus la recherche clinique en général. Là, la recherche clinique, ça peut prendre quelques mois à quelques années, là, dépendamment du projet. Là. Fait qu'il y a pas de... Quand on suit une cohorte à long terme, ben ça c'est différent que quand on mesure une intervention ciblée dans une période de temps qui est autorisée par l'hôpital. Par le comité d'éthique. OK. Puis est-ce qu'il y en a beaucoup à l'intérieur des hôpitaux au Québec, des recherches? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait comme fréquemment, qu'on voit souvent dans les milieux de la recherche clinique, ou c'est plus certains centres spécifiques qui vont faire de la recherche? Fait que la recherche au sens large, là, pas la recherche en pharmacie. La recherche au sens large, je vous dirais que c'est plus concentré dans les centres hospitaliers universitaires. Et en périphérie, là, les CIUS, là, les établissements qui ont une vocation universitaire, on va retrouver de la recherche, mais peut-être pas au même niveau. Là. De façon générale, là, je précise, là, mais il y en a un peu partout qui se fait, là, mais c'est quand même concentré dans les CHU, les centres hospitaliers universitaires. OK. C'est parce qu'il y a des centres hospitaliers qui vont avoir, comme quand vous êtes universitaire, c'est qu'il y a une université qui va être affiliée, puis là, que vous allez avoir beaucoup de résidents, comme vous parliez, tandis qu'il y en a d'autres que ça va moins être propice à l'enseignement. C'est comme la différence. Je veux juste saisir ta question. Comme dans le fond, dans le sens que je veux comprendre, est-ce que c'est juste dans les milieux universitaires que, étant donné qu'il y a des résidents, que ça serait plus propice à la recherche, VS un hôpital où il n'y a pas d'université? Fait que pour la recherche, de façon générale, c'est parce que les milieux universitaires sont souvent des milieux où les patients sont référés pour une certaine spécialité, expertise. Fait que des fois, on arrive à des traitements qui sont à la 4e, 5e ligne pour une maladie donnée, là. Fait que c'est pour ça que il y a une espèce d'agglomération de cas qui ont un besoin de recherche. On peut penser aussi au centre pédiatrique, là, où là, il y a plus de recherche là, qui peut se faire. La recherche en pharmacie, je vous dirais que chaque département de pharmacie qui est affilié pour la maîtrise en pharmacothérapie a une mission de recherche aussi, due aux exigences du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée. OK, je comprends. Fait que c'est ça, c'est comme, étant donné que c'est des patients qui sont comme, entre guillemets, plus complexes, ça se prête bien à une recherche puisque c'est dans ces cas-là qu'on voudrait agir. Oui, mais c'est ça. On veut offrir une alternative ou on veut essayer de mieux comprendre une thérapie. OK, je comprends. Est-ce que ça arrive, on parle de recherche, ça n'a peut-être pas un lien avec la recherche nécessairement, mais par exemple, un patient qui se présente à l'hôpital puis qui aurait essayé plein de traitements pour sa condition puis qu'on voudrait peut-être penser à une thérapie qui est peut-être commercialisée en Europe, est-ce que c'est à l'hôpital, on peut faire ça? Est-ce que le pharmacien peut demander ça, d'essayer une nouvelle thérapie qui n'est pas du tout commercialisée au Canada, mais de trouver un moyen pour l'avoir puis comme l'essayer sur notre patient? Ça arrive. Il y a des fois, quand on est rendu au bout des lignes disponibles au Canada, ça arrive, mais c'est pas le pharmacien qui va... Le pharmacien est essentiel là, pour l'approvisionnement puis évaluer s'il y a un besoin, mais ça va se faire souvent en équipe multidisciplinaire, ces situations-là. OK. C'est ce qu'on appelle le programme d'accès spécial de Santé Canada. Alors, c'est un long processus, là, mais il faut qu'il y ait une approbation de Santé Canada pour cette condition-là. Il faut que la compagnie elle puisse vendre le médicament pour l'établissement qui en fait la demande. C'est complexe, mais ça arrive. Okay. Ça demande quand même quelque chose du côté pharmacien aussi d'en apprendre plus sur cette molécule-là qu'on connaît peut-être pas au Canada. Là. Surtout si c'est une nouvelle thérapie qui est émergente. Il faut quand même avoir une idée de qu'est-ce qu'on donne à notre patient. Tout à fait. Mm-hmm. Puis ça peut-tu aussi faire comme
partie de projet de recherche, par exemple, un médicament qui est juste disponible en Europe, puis on veut l'amener au Canada pour comme prouver une efficacité. C'est-tu une autre façon que le pharmacien peut s'impliquer? Je dirais plus la plupart du temps, c'est dans des motifs de nécessité médicale particulière, là, des programmes de compassion. OK. J'ai l'onco en tête, là, c'est souvent là qu'on va voir ces molécules-là. Mais des fois... des fois, on est obligé de faire affaire avec ce programme-là parce qu'on n'a pas d'alternative sur le marché canadien, fait qu'on est obligé d'aller chercher des médicaments, je sais pas, en Allemagne, qui ont le même besoin, mais ça, c'est pas exactement ce que tu m'as parlé. Là, ça, c'est vraiment juste une problématique d'approvisionnement. C'est d'un cas précis, là, vraiment, que là, on va aller faire ça, mais c'est pas chose courante ou chose qui non, se fait c'est ça, c'est pas chose souvent dans les milieux hospitaliers. Là. OK, je comprends. Bon. Ben, pour conclure cette belle discussion... C'est déjà fini? Ben, oui, on a déjà parlé pendant longtemps, oui. Je pense qu'on a une bonne idée de qu'est-ce qu'un pharmacien en hôpital peut faire, puis surtout auprès des patients, avec les autres professionnels. Fait qu'on aimerait peut-être ça vous demander, peut-être une expérience que vous avez vécue en pratique, un événement avec un patient ou avec une équipe traitante qui vous a marqué. Il y en a beaucoup, là. C'est un peu difficile Mais, tu sais, les cas rares, c'est des choses qui sont très marquantes. Puis des fois, tu sais, quand vous entendez parler de Steven Johnson ou de TENS, là, de Toxic Epidermal Necrolysis, c'est comme quelque chose qu'on voit dans les livres. Puis moi, ça m'est arrivé à quelques occasions d'en voir parce que quand j'étais au Grand Brûlé, j'ai déjà vécu ça. Fait que, tu sais, le pharmacien, il y avait vraiment une place importante dans l'équipe parce qu'on identifiait c'était quoi le médicament qui avait causé ça. On parlait aux patients, on était là pour l'évaluation des plaies. La peau se détache, en fait, là, c'est cette condition-là. C'est des patients qui vont avoir un parcours de soins où ils vont avoir besoin de soins intensifs. Fait qu'on ajustait les médicaments, on trouvait c'était quel agent incriminant, puis des fois, il y avait des complications, puis on était très limité dans les... Fait que j'ai un cas en tête, là, un fibrose kystique, patient qui recevait 1000 antibiotiques. Là, ça, c'était difficile à trouver, puis je pense que j'ai eu un impact pour ce patient-là. Puis des cas rares, c'est toujours marquant. Puis il s'en est bien sorti. Puis il y a eu congé de l'hôpital. Ça, c'est... Ça a tout mais, ça fait bien. Tu sais, des choses marquantes, j'en ai plein. Mais ça peut être juste l'étudiant que j'ai en stage puis qui me dit que il a aimé ça, son stage avec moi. Puis il me demande de remplir ses papiers pour faire sa maîtrise. Ouais. Ça, c'est... Tu sais, ça vaut de l'or. Ben là, oui, c'est ça. parce Vous voyez, que... vous avez eu un impact direct sur les futures générations de pharmaciens, quelque part. Là. C'est beau à voir aussi. Là. Oui. Fait que... C'est quoi vous trouvez peut-être le plus comme gratifiant à travers cette profession de pharmacien en établissement de santé? Qu'est-ce qui... c'est quoi? Ce serait quoi comme l'élément essentiel qui fait que vous aimez vraiment ce que vous faites au quotidien? Mais c'est pas routinier, tu sais, c'est surtout tout va vite. Tout va vite. Surtout aux soins intensifs. Oui, c'est ça. Et la COVID est là. La COVID, le traitement, ça change à chaque jour, là, mais presque, là, c'est une blague, là, mais c'est le feu de l'action. Puis c'est quand qu'on considère ce qu'on fait. Ouais. Tu sais, la reconnaissance, là, c'est primordial. Puis comme pharmacien d'établissement, on l'a avec tout le monde qu'on travaille, que ce soit notre chef, le médecin avec qui on travaille, l'équipe d'infirmières, le physio, nutritionniste, étudiants aussi, tu sais, les résidents. Tu sais, on fait du bien. Tu sais, moi, j'ai étudié pour faire du bien en alliant nos connaissances, mais on fait du bien en pharmacie. Pharmacie. Puis à travers toute cette pratique interprofessionnelle-là, ça vous permet justement d'avoir encore quasiment un plus grand impact sur le patient, puis justement de faire encore plus de bien parce qu'on a non seulement de l'impact sur le patient, mais sur tout le monde qui entoure le patient, autant professionnel que la famille, que tout ça. Fait que, oui, puis les outils sont les outils législatifs, les outils de système d'informatisation sont de plus en plus présents. Fait que, tu sais, l'avenir est beau pour la pharmacie.
d'établissement. La pharmacie en général, mais la pharmacie d'établissement, l'avenir est... C'est un bel avenir qui se dessine. Effectivement. Ben, je pense que c'est le fun, justement, d'avoir eu cette discussion-là aujourd'hui parce qu'on a pu éclairer qu'est-ce que c'est, parce que peut-être qu'il y a encore, malheureusement, plein de personnes ne connaissent pas qu'est-ce que ça fait un pharmacien en établissement de santé. Puis je pense qu'on a comme réussi à bien cerner qu'est-ce que ça fait pour peut-être mieux mettre de la lumière sur ce travail-là qui est peut-être un peu moins connu, puis qu'on espère qu'il va tendre à comme justement s'agrandir, puis à peut-être se faire connaître plus des patients. Là. Fait que c'est vraiment... c'était super intéressant. Fait que merci énormément d'avoir participé à cette discussion. Puis à la prochaine. Merci de m'avoir reçu.